sûr que plusieurs fois par jour, vous allez avec votre ordinateur sur Internet ou que vous consultez votre smartphone. Pas de quoi s'inquiéter, bien sûr, sauf si, ce qui arrive parfois, cette habitude devient maladive. Alors, par quel mécanisme peut-on devenir accro aux jeux vidéo, à son smartphone ou son ordinateur? Quelles sont les méthodes des scientifiques pour nous aider à lever le pied? Reportage d'Antoinette Janson. 1 million de tablettes numériques et plus de 2 millions de smartphones et de consoles de jeux ont atterri sous nos sapins pour Noël. Mais saviez-vous que l'on peut en être maladivement accro? C'est ce qui est arrivé à Thierry. Ce réflexe de regarder toujours les messages, c'était devenu un peu un automatisme, quoi. Comme le gars qui fume, hein, qui allume une cigarette puis qui en allume une autre. Comment l'addiction aux nouvelles technologies survient-elle et comment l'éviter? Quels sont les moyens de décrocher tout en restant connecté? Enquête. Direction 7 où nous avons rencontré Thierry. Auteur et blogueur, ce père de 2 enfants est un ancien accro à Internet. À cette époque, il passait quasiment tout son temps en ligne sans réussir à décrocher de son écran. La scène est la plus classique. Je dis, je monte 5 minutes pour voir s'il y a des mails. Et en fait, les 5 minutes deviennent 2 heures. Et ça pouvait même se produire au milieu de la nuit. Il m'arrivait de me lever pour aller aux toilettes. Et qu'est-ce que je faisais? Je regardais sur mon téléphone s'il y avait des messages. Et puis à partir de là, je déviais. Ça y est, je montais écrire une réponse. Thierry est victime de ce que les Américains appellent le FOMO, une expression qui signifie avoir peur de rater quelque chose quand on n'est pas sur Internet. Peu à peu, Thierry est donc devenu esclave de son ordinateur. Le pire qui pouvait m'arriver, c'est d'écrire quelque chose et que ce soit le calme plat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lecteur, qu'il n'y a pas de réaction, qu'il n'y a pas de like sur Facebook, qu'il n'y a pas de retweet. Pour Michael Stora, psychologue spécialisé dans les addictions, la dépendance aux réseaux sociaux s'expliquerait par un besoin de reconnaissance. Et le but n'est pas tant que de poster, mais c'est surtout d'avoir des commentaires. Donc le commentaire va venir comme valider le fait que ce que vous dites, ce que vous pensez existe et est enfin reconnu par les autres. Nos joujoux numériques nous renverraient en fait une bonne image de nous. Ce sont aussi nos nouveaux coffres à trésors. Ils renferment tous nos secrets et ce que l'on veut partager. C'est pas l'objet en lui-même qui rend addict, c'est la relation à l'autre. Le besoin maladif de garder son téléphone portable sur soi est une nouvelle addiction qui porte un nom, la nomophobie, contraction de no mobile, phobia. L'idée de perdre son téléphone portable engendre alors une forte angoisse. Et si l'on parle d'addiction, c'est que nous pouvons alors subir un véritable phénomène de manque. Quand nous vivons une situation plaisante, comme discuter avec nos amis sur Internet ou jouer aux jeux vidéo, notre cerveau sécrète de la dopamine, qui va nous donner envie de continuer. C'est ce que les scientifiques appellent le circuit de la récompense. Mais savez-vous que ce circuit peut se dérégler? Pour comprendre ce qu'il se passe alors dans notre cerveau, nous avons rencontré Abdou Belkacem, addictologue. En fait, ce qui se passe au niveau neuronal, c'est qu'à partir d'un certain moment, le plaisir n'apparaîtra plus pour la même quantité, par exemple, de produits comme l'alcool ou le tabac, ou pour la même fréquence de jeu. Donc il va falloir augmenter pour obtenir le même niveau d'excitation de ces neurones et avoir le même effet plaisir. Sinon, apparaît ce qu'on appelle le phénomène de manque. Cette dépendance survient surtout chez les passionnés de jeux en réseau qui n'ont pas de fin. Mais alors, que faire si l'un de vos proches a du mal à décrocher de son écran? Quand on s'inquiète, la première chose que j'ai envie de dire, c'est de ne pas interdire Internet et les jeux vidéo. La première chose est de parler avec l'ado, souvent, d'accord. Est-ce que ça lui fait justement encore plaisir de jouer? Parce que souvent, les personnes qui vont être accros aux jeux vidéo, ce sont des personnes qui n'ont plus de plaisir même à jouer. Autre information étonnante, contrairement à ce que l'on pourrait penser, les autres jeux, notamment ceux des consoles familiales, auxquels on peut jouer à plusieurs, peuvent avoir un effet positif sur le lien social. Elle est venue combler ce fossé générationnel où tout d'un coup la famille entière, voire même les grands-parents, se retrouvaient à jouer ensemble. Et en découvrant à peu près ce qu'on découvrait finalement dans la même dynamique dans les jeux de société traditionnels, on découvre que papa est un tricheur, que maman est mauvaise joueuse, toutes ces choses-là qui sont très intéressantes au-delà du jeu en lui-même. Encore plus incroyable, notre psychologue utilise les jeux vidéo pour soigner ses jeunes patients. Sur cette étagère, il a une centaine de jeux, mais en quoi peuvent-ils être bénéfiques? C'est pas forcément un lieu de décharge, c'est un lieu où les règles sont très précises et finalement c'est un lieu où on doit persévérer. C'est la raison pour laquelle, à une époque, j'ai utilisé les jeux vidéo auprès d'enfants qui étaient en échec scolaire, qu'on disait flemmards ou nuls. Et tout simplement pour leur montrer que, bah oui,
Tiens, ils étaient capables de passer d'une mission 1 à une mission 2 avec un adulte à côté qui les valorise. Vous l'aurez compris, même si elles sont rares, les addictions aux nouvelles technologies existent. Thierry en a fait les frais. Mais c'est en prenant conscience de sa dépendance qu'il a réussi sans trop de difficultés à décrocher. Je me suis remis à réinventer un emploi du temps, mais jamais, je pense, j'ai souffert d'être déconnecté. Thierry a peu à peu appris à ne se connecter que 2 fois dans la journée. J'avais un réflexe qui était assez maladif parce que je pouvais regarder si j'avais des messages et 5 minutes après, on re-regardait. D'autant que l'hyperconnexion peut mettre notre cerveau en surchauffe. Savez-vous qu'il faut en moyenne plus d'1 minute pour se reconcentrer sur une tâche interrompue? La raison est simple. Notre cerveau n'arrive pas à gérer plusieurs informations en même temps. Quand on écoute, c'est notre cortex temporal qui reçoit les informations sonores et les traite. Mais lorsqu'on lit, c'est le cortex occipital qui va décoder les informations visuelles. En clair, quand on veut faire 2 choses à la fois, le cerveau va jongler avec 2 activités, mais pas exactement les faire en même temps. Et si une 3e tâche vient s'ajouter, le cerveau n'arrive plus à suivre. Aujourd'hui, Thierry a réappris à ne faire qu'une chose à la fois. Quand j'écris, je coupe tout, c'est-à-dire que j'y vais pas. Donc je peux rester 4 ou 5 heures sans aller voir les mails. Autre information, il faut savoir que nos écrans numériques peuvent aussi perturber notre sommeil. Explication de notre psychologue. Les écrans d'aujourd'hui, surtout les écrans tactiles, les écrans d'ordinateur, sont particulièrement lumineux et donc bloquent cette sécrétion de mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Quand la luminosité baisse, notre cerveau commence à la sécréter. Et au bout de 2 heures, les premiers signes de fatigue se font ressentir. Mais si l'on reste devant nos écrans lumineux, la sécrétion de mélatonine est bloquée et l'on risque tout simplement de ne pas s'endormir. Alors, pour éviter de perturber votre sommeil, éteignez vos joujoux numériques au moins 30 minutes avant d'aller vous coucher. Optez plutôt pour une activité reposante sous une lumière tamisée. Et quand les signes de fatigue surviennent, c'est qu'il est temps d'aller se coucher.